Et je vais te dire tout de suite, moi et Dub C, on n'a jamais été à une fête de Didi. Je veux dire, pardonne-moi pour le retard. Tu as sûrement eu des critiques de l'ancienne génération hip-hop. Pourquoi, selon toi? Beaucoup me détestent aussi. Maintenant, je peux utiliser le privilège gay. Tu crois que je suis gay? Ok, oui, je le suis vraiment. À quel point t'es gay? Le hip-hop cache quelque chose. Tu as remarqué que chaque rappeur qui devient trop puissant se fait soudainement détruire. Kanye se fait traiter de fou. Young Thug se fait enfermer. Lil Wayne est effacé des conversations qu'il a créées. Drake devient le plus grand artiste vivant. Mais plus personne ne sait vraiment qui écrit maintenant. Et dès que ces rappeurs cessent d'être utiles, l'industrie les transforme en mèmes, en toxicomanes, en criminels ou en fantômes. Parce que le rap n'a jamais été juste de la musique, c'est une machine. Une machine qui fait des milliards sur les traumatismes des Noirs, puis jette les artistes dès qu'ils cessent d'obéir. Et une fois que tu vois le schéma, tu ne peux plus faire comme si tu ne l'avais pas vu. Voici les rappeurs que le hip-hop ne respecte plus, et la sombre vérité derrière la façon dont ils ont tout perdu. Le gars de Toronto est votre hôte ce soir. Quand il est arrivé dans le game, je savais qu'il allait devenir la prochaine grosse pointure. La seule personne qui m'a soutenu quand je n'avais personne, c'était Drake. Drake sera toujours dans mes bonnes grâces parce qu'il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Donc à chaque fois que tu penses à Drake, tu te dis « Yo, laisse-moi aller voir Drake et choper un single radio rapidement. » Dans l'esprit de Drake. Yeah, j'ai parlé à Push de mon fils. Le fait qu'il y ait des gens qui pensent que tu as couché avec ma femme et que tu ne dis rien et que tu portes ça comme ça ne passe pas du tout pour moi. Drake est un génie. Même si je l'ai manqué de respect, respect pour ta carrière. Plus on avance, plus on oublie les débuts. Aubrey Drake Graham, il a vécu deux vies. Pendant l'année scolaire, il vivait avec sa mère dans un quartier chic de Toronto. Et pendant l'été, il vivait avec son père dans les rues dures et dangereuses de Memphis, Tennessee. C'est cette diversité qui a donné à ce jeune Canadien timide une perspective unique sur la vie. Voulant exprimer cette vision en musique, il cherchait juste l'aide d'une personne expérimentée. C'est lors de l'incarcération de son père que Drake rencontra un codétenu nommé Poverty. Cet homme allait aider Drake à percer. Oui, je pense que c'est une partie de l'histoire que vous ignorez. Alors que les années 2010 prenaient fin, littéralement la fin d'une époque, on peut dire que l'une des plus grandes stars de cette génération fut Drizzy Drake. Depuis son arrivée sur la scène musicale grand public vers 2009, aucune autre célébrité n'a connu une ascension aussi fulgurante que le rappeur de Toronto dont je porte actuellement le t-shirt. Comme l'homme l'a lui-même dit un jour, ils sont juste jaloux parce que j'ai le toucher de Midas. À bien des égards, c'est vrai. Pratiquement tout ce qu'il touche se transforme en or, ou devrais-je dire en platine. Avec 5 albums, 6 grosses mixtapes, 35 nominations aux Grammy Awards, un label OVO, son propre festival de musique, des restaurants, sa propre marque de whisky et du merchandising stylé. Eh bien, il a pratiquement tout. Il a même quelques phrases cultes. Par exemple, le Six. C'est Toronto. Oui, ça vient de nos indicatifs régionaux, le 416. On hésitait avec le 4, mais finalement j'ai choisi la fin et j'ai pris le 6. Difficile d'imaginer ce que la prochaine décennie réserve à Aubrey Graham. Aujourd'hui, revenons sur l'homme derrière la célébrité. Je dois remercier Drake, car nos premières vidéos sur lui ont vraiment lancé cette chaîne. Cette fois, on déroule le tapis rouge car je veux vraiment dire du bien de lui. Je n'ai pas besoin d'arbres ni de forêt. Tu vois ce que je veux dire? 3 sur 10, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Fais-moi confiance. Le truc de Siskel et Ebert, frérot, fais-moi confiance. Tu ne peux pas tenir juste avec ce 10, frérot. Quoi de neuf, les gars? C'est votre pote Michael McCrodden, et je vais vous parler de la vie et de la carrière de Drake avant la célébrité. Bien sûr, je suis là pour vous avec un épisode de Before They're Famous, et c'est une bio épique. Vous aimez ces mises à jour et nous voulons toujours passer au niveau supérieur. Nous avons déjà réalisé des épisodes épiques sur Cardi B, Eminem et Billie Eilish, parmi d'autres. Merci d'indiquer dans les commentaires qui vous voulez voir ensuite. Toronto, dans les années 80, n'était pas vraiment connu pour grand-chose. Même si cette ville canadienne avait une équipe de hockey impressionnante et une équipe de baseball qui allait bientôt devenir incroyable, ce n'était pas vraiment le centre touristique du pays. Des artistes célèbres comme Jim Carrey, Avril Lavigne, Mike Myers et Justin Bieber ont dû partir au sud de la frontière pour réussir dans le divertissement. Avant Drake, la ville semblait relativement inconnue sur la scène mondiale.
Elle est célèbre pour la tour CN, ses hivers rudes, l'indicatif régional 416 et quelques émissions télé. Et si tu crois que je vais évoquer Degrassi, ce n'est pas encore le moment. Au club Blue Luna, Dennis Graham, musicien afro-américain, venait de finir le spectacle avec son groupe lorsqu'il a aperçu Sandy, une Canadienne d'origine juive. Les deux se sont tout de suite entendus et ils se sont finalement mariés, donnant naissance à leur fils, Aubrey Drake Graham, à l'hôpital St. Michael le 24 octobre 1986. Dès l'enfance, Aubrey a eu du mal à s'intégrer à l'école à cause de ses origines mixtes. Seul élève noir et juif de son école, il subissait fréquemment des insultes racistes des autres enfants. En fait, il a déclaré « Je suis allé dans une école juive où personne ne comprenait ce que c'était d'être noir et juif. Quand les enfants sont jeunes, il leur est difficile de comprendre les questions de religion et de race. » Malgré les difficultés extérieures, Drake recevait l'amour inconditionnel de ses parents. Petit, Aubrey montait sur scène avec son père pour jouer du tambourin. Il assistait aussi aux enregistrements entre Dennis, T.D. Hodges, guitariste du Tennessee qui était aussi le défunt oncle de Drake. Drake aurait également donné 5 $ à son père et parié avec Dennis qu'il ferait plus de films et de musique que lui. Je suppose qu'il a gagné ce pari. Selon une source, Drake aurait suivi des cours de claquettes enfant, mais cela reste non confirmé. Je ne cherche pas à le griller, alors je vais partager quelque chose sur moi. Quand j'étais enfant, j'étais danseur professionnel de danse irlandaise. Maintenant, à la maison, les choses ont commencé à se dégrader pour Dennis et Sandy. Les tensions entre eux ont mené à leur divorce en 1991. De retour à Memphis, Dennis a rapidement été emprisonné pour des accusations de drogue. Drake a ensuite affirmé que son père avait été incarcéré plusieurs fois quand Drake était jeune. Le divorce a laissé le petit Aubrey, âgé de 5 ans, sous la garde de sa mère désormais célibataire, Sandy, enseignante d'anglais de profession. Sandy a fait de son mieux pour subvenir aux besoins de son fils unique. Durant cette période, il vivait dans un quartier défavorisé près de Weston Road, à l'ouest de Toronto. Sandy encourageait au maximum les centres d'intérêt variés de son fils. En tant que Canadien, c'est obligatoire de faire un peu de hockey sur glace. Je suis allé dans un camp de hockey à l'UCC, Upper Canada College. Il faut avoir un bon niveau pour y participer, sinon on risque de paraître ridicule car les enfants sont très talentueux là-bas. À 10 ans, il jouait dans une équipe locale appelée les Weston Lions. Il y a des raisons de croire que cette équipe a peut-être changé de nom pour devenir les Weston Red Wings à un moment donné, mais quoi qu'il en soit, on dit qu'il était très doué. Vous pouvez maintenant voir Aubrey, 11 ans, démontrer ses talents dans une pub de hockey de table. Jeu de hockey de table. Arrête le tir ou marque le but, tout dépend de toi. Je détends le mien, baffle. Ce n'était certainement pas la seule expérience de Drake à la télévision. Maintenant, la mère de Drake, elle l'a inscrit à des castings de mannequinat ainsi qu'à des auditions d'acteurs quand il n'avait que 5 ans. Mais on en reparle dans une seconde. Yo! Je ne referai pas ça. Faire quoi? Je ne vais pas t'attendre pendant que tu tires ton coup. Tuer? Tu es sérieux? C'est ce qui se passe maintenant? Oui, là, je suis sérieux. Tu es juste en train de me tourner autour. Drake a grandi sur Weston Road, s'habituant à la vie à Toronto. Contrairement à Montréal ou aux chutes du Niagara, Toronto n'était alors pas le premier choix des visiteurs venus d'ailleurs. À part quelques bars, restaurants et groupes de musique locaux qui passaient, ce n'était pas vraiment, tu sais, un endroit dont on vantait la scène musicale, sûrement pas pour le rap. Le dernier rappeur international issu de cette ville était Snow. Ouais, tu te souviens de lui? Ce n'est qu'au milieu des années 90 qu'un jeune du West End, allait commencer sa toute première histoire d'amour avec Toronto. Mesdames et messieurs, les Raptors sont nés. Les Toronto Raptors sont arrivés en 1995 en tant que première équipe NBA officielle de la ville. Et les gens de la grande région de Toronto affluaient vers le Skydome pour voir les nouvelles stars de Toronto fouler le parquet. Maintenant, Drake s'est pris d'affection pour l'équipe ainsi qu'une passion de toute une vie pour le basketball. Plus tard, Drake a fini par déménager avec sa mère dans le sous-sol d'une maison en rangée à Forest Hill, une communauté juive aisée près du centre-ville. Même si son environnement était un peu meilleur que celui du West End, Drake avait toujours du mal à s'intégrer à l'école lorsqu'il fréquentait le Forest Hill Collegiate. Quoi de neuf, idiot? T'as un problème? Ouais, t'es stupide. T'es stupide, Burke. Il raconte qu'en grandissant, il allait souvent à des fêtes où les autres enfants se moquèrent de lui. Malgré ces bêtises des gens, ses amis savaient que Drizzy Drake avait quelque chose de spécial. Ou plutôt à l'époque, Aubrey. Ce gamin drôle avec une combinaison rouge s'est assis à côté de moi.
Il avait ce mélange étrange de différentes caractéristiques dans sa personnalité. Il montrait un sens de l'humour hilarant que les gens n'ont certainement pas oublié. Maintenant, un ami se souvient de lui, enfant, venant chez lui et mettant du papier aluminium autour de la bouteille de vin de ses parents. Il a pris un marqueur et étiqueté la bouteille « Cristal ». Ce charisme masquait le stress croissant lié à ses problèmes familiaux. Je vais te faire un sandwich. J'ai acheté autre chose. Pourquoi tu ne m'as pas acheté un sandwich? Il y avait trop de monde. La mère de Drake a développé une polyarthrite rhumatoïde et a dû partir en invalidité. Ainsi, la vision d'Aubrey n'était plus limitée à Toronto. Chaque été, Drake descendait à Memphis dans le Tennessee pour vivre avec son père. C'est ici que son environnement allait changer. Souvent classé parmi les villes les plus dangereuses des États-Unis et marquée par une histoire raciste, Memphis semblait un tout autre monde pour ce gamin venu du Canada. En vivant sur Appleville Street près de Shelby Drive et Neely, Drake a découvert la facette la plus dure de la vie urbaine. En même temps, il allait découvrir davantage la véritable importance de l'héritage de sa famille. Maintenant, en dehors du fait que son père jouait de la batterie, les Graham ont une riche histoire musicale. Eh bien, c'est bien établi que Dennis a joué dans un groupe aux côtés de Jerry Lee Lewis, et deux de ses oncles sont également connus comme musiciens de Memphis. Larry Graham était bassiste pour le groupe de soul-funk Sly and the Family Stone, et T.D. Hodges était guitariste et auteur-compositeur pour Al Green. Si vous trouvez déjà que c'est un bel héritage, ce n'est pas tout. Sa grand-mère gardait Aretha Franklin enfant. Je sais, ça me sidère aussi. Drake se rendait fréquemment au célèbre Royal Studios sur le boulevard William Mitchell, où des légendes comme Chuck Berry, Buddy Guy et Keith Richards avaient enregistré. Il a alors commencé à écrire sa propre musique dans un carnet. Admirateur de rappeurs populaires comme Jay-Z et, croyez-le ou non, Pusha T, son expression artistique s'est manifestée à travers le hip-hop et son oncle l'a même emmené à son premier concert de P. Diddy à Toronto quand il était adolescent. Bien que ce soit un passe-temps, Drake le gardait encore pour lui. Qu'est-ce que tu regardes, putain? Côté acteur, Drake est apparu dans plusieurs courts-métrages, publicités et annonces. En 2000, un Drake a décroché le rôle de Jimmy Brooks en fauteuil roulant dans la série télé canadienne Degrassi, La Nouvelle Génération. J'ai fait quelques recherches. Des options médicales, oui. C'est pour ça que j'ai pris un rendez-vous chez le médecin. En fait, à une époque, j'étais figurant là-dedans. Assez parlé de moi. Drake est resté 6 ans dans le programme. Il a quitté l'école à 15 ans pour se consacrer à sa carrière d'acteur et subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. À l'époque, il fréquentait la Vaughan Road Academy et son emploi du temps de cours s'est avéré trop chargé à gérer, vous savez, en plus de sa carrière d'acteur. Sérieusement, ce qu'il te faut, c'est du sommeil, parce qu'il est évident que tu ne reçois pas assez d'oxygène au cerveau. Jimmy, incarné par Aubrey, était très populaire à l'époque, mais sa vraie passion était ailleurs et il s'est lassé du métier d'acteur. Il s'est rendu compte que son véritable potentiel, c'était plutôt dans la musique. Maintenant, comment cela s'est-il produit? Eh bien, tu te souviens quand on a parlé des problèmes juridiques de Dennis Graham? Eh bien, il en a eu pas mal. En fait, Drake, il s'est même souvenu avoir vu son père se faire arrêter après être rentré de Memphis. Eh bien, pendant l'une des incarcérations de son père, Aubrey a eu une correspondance inhabituelle. Il a déclaré « Mon père est allé en prison pendant environ 1 an. Je ne sais même pas pourquoi il était en prison, une accusation d'agression ou de drogue ou quelque chose comme ça. Là-bas, il avait un co-détenu qui rappait, mais n'avait personne à qui parler. J'avais environ 14 ans, lui peut-être 21. Mon père a dit « Mon fils aime rapper. Je te laisse rapper pour lui avec mon téléphone. » Je vais te passer le téléphone, voici mon co-détenu. Dis-lui bonjour. À l'autre bout, un rappeur appelé Poverty rappait aux jeunes par téléphone. Maintenant, cela a mis Drake à l'aise au point de partager les textes qu'il avait écrits. Pendant toute la durée de l'incarcération de Dennis, Drake et Poverty ont échangé des rimes au téléphone à plusieurs reprises. Et cette expérience a aidé l'artiste à sortir de sa coquille. Quant au destin de Poverty, eh bien, Drake ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. À ce moment-là, le hip-hop évoluait avec la culture, et plusieurs artistes gagnaient en notoriété dans cette nouvelle ère. L'un d'eux était Lil Wayne, qui réussissait en solo avec la franchise Carter et un album avec Birdman. Depuis que mes ex trouvent toujours un nouveau mec, je suis en vrac, mais je reste la nouvelle version du prince de Bel-Air. Le 14 février 2006, Aubrey Graham, âgé de 20 ans, a sorti Room for Improvement. Cette mixtape de 22 titres a été produite en partie par le beatmaker torontois Boyd Wanda. Pour son nom de scène, le MC a décidé de rester authentique et d'utiliser son deuxième prénom, Drake. Room for Improvement n'a pas vraiment été un succès dans les classements. À la fin de l'année, il n'en avait vendu qu'un peu plus de 6000. Drake a aussi mis sa musique en ligne, créant une page MySpace pour que les gens puissent l'écouter.
Cependant, tout cela a été fait, vous savez, un peu sur un coup de tête. Aussi, on a appris par le bouche à oreille que Drake s'envolait pour New York et traînait dans les clubs locaux, les clubs de comédie. Il se faisait des contacts. Il voulait prendre de l'avance, mais personne ne croyait au gamin de Degrassi. L'échec de sa première mixtape a renforcé sa soif de réussite. En 2007, il quitte Degrassi pour se consacrer à la musique, mais subit encore longtemps l'image de Jimmy en fauteuil roulant. À l'époque, de nombreux rappeurs torontois doutaient du talent de Drizzy. Payant de sa propre poche pendant que Drake tournait le clip de Replacement Girl, le single principal de sa deuxième mixtape, judicieusement intitulé Comeback Season. Beaucoup de façons d'être ringard dans un clip, donc essayer d'être cool devant la caméra, c'est autre chose. Avec la participation vocale de Trey Songz, Replacement Girl s'est avéré être un succès non seulement à Toronto, mais aussi au sud de la frontière. Le morceau a même été nommé Joint of the Month par BT. Bien que Comeback Season n'ait pas été classé, Replacement Girl a montré à l'industrie de quoi Drake était capable. Il apparaissait désormais comme un prétendant sérieux au trône du hip-hop à Toronto, mais il n'avait toujours pas signé avec un label. Le succès de Replacement Girl a finalement attiré l'attention de Jazz Prince à Houston. Jazz, fils du célèbre Jay Prince, PDG de Rap-A-Lot Records, son père voulait qu'il trouve un nouvel artiste à signer sur le label. En cherchant en ligne, il a découvert la page MySpace de Drake et a été impressionné par sa musique. Jazz a alors pris contact. J'aime ta musique. Et il a répondu d'accord. Je lui ai dit, je vais te rendre célèbre. Il a dit, j'entends ça souvent. Ils communiquaient en ligne, Jazz Prince envoyait des beats à Drizzy. Mais pendant que Drizzy assurait, le père de Jazz n'était pas convaincu. Avec le refus de Jay Prince, il semblait qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour la carrière de Drake. Maintenant, le gamin de Toronto avait lutté toute sa vie pour être accepté. Il avait déménagé d'un endroit à l'autre. Il a finalement tout risqué en quittant son confortable boulot d'acteur. En plus de ça, sa petite amie, il venait juste de rompre. Maintenant, après avoir gâché plusieurs occasions de réussir, on commençait à avoir l'impression que c'était la fin pour Drake. En novembre 2008, Drake s'est rendu chez son barbier local pour une nouvelle coupe. Et même si on n'en est pas certain, on a de bonnes raisons de penser que c'était chez Prince Cut Kings, qui se trouve sur l'avenue Danforth à Toronto. On sait avec certitude que Drake a été client là-bas à une époque. Pendant sa coupe de cheveux, son téléphone a sonné. Le téléphone a sonné, j'ai décroché, et une voix a dit « Yo, quoi de neuf ?» Je me suis dit que ce n'était pas mon pote. Il a ajouté « Yo, c'est Weezy ». À l'époque, Lil Wayne était au sommet de sa carrière. Il venait de sortir le Carter 3. Après le refus de Jay Prince, Jazz a présenté Drake à Weezy qui au début n'a pas aimé ce qu'il a entendu. Après un trajet en voiture à écouter le remix Amelie de Drake, il a changé d'avis et a voulu le contacter pour le faire venir à Houston. Drake a pris son passeport et a pris l'avion le lendemain. À Houston, Drizzy a dit qu'il avait retrouvé confiance. Je sais qu'après une rupture, il faut du temps pour s'en remettre. Quand Weezy arrive, plus question de revenir en arrière. Maintenant, il raconte que lorsqu'il a rencontré Wayne pour la première fois, eh bien, il était en train de se faire le tatouage le plus douloureux de sa vie. Je suppose que c'était sur son visage. En février 2009, Drake a sorti So Far Gone, sa troisième mixtape avec la participation non seulement de Weezy, mais aussi de Trey Songz, Lloyd et Bun B. Ce projet comprenait le single Best I Ever Had, qui cet été-là a explosé à la radio. Pas seulement ici, dans notre bon vieux Canada, c'était partout. Aussi, la fille au début de ce morceau, moi. Drake a rendu ses deux parents extrêmement fiers et il a mis Toronto sur la carte. Pas seulement pour le hip-hop, littéralement, il a fait connaître Toronto dans le monde entier. Le 6, tout le monde le sait. Il organise maintenant le OVO Fest chaque été près de l'Ontario Place de la ville et il a ouvert la voie à plusieurs autres artistes de Toronto qui ont percé après lui. Cela inclut Tory Lanez et Killy. Maintenant, bien que tout cela soit des réalisations incroyables, la cerise sur le gâteau de son succès est peut-être d'être devenu l'ambassadeur mondial de ses chers Toronto Raptors. L'équipe célèbre chaque année la Drake Night à la Scotiabank Arena. Je crois que j'y suis déjà allé une fois. J'ai même vu Drake à un match. Je ne pense pas que c'était la Drake Night. Enfin bref. Everybody make some noise for the Toronto Raptors global ambassador, Drake in the building! The force of jump is getting knocked just as quick as you rock. My fist work like ball in the Jay. Cole est né, Jermaine Lamar Cole, le 28 janvier 1985 sur une base militaire américaine à Francfort, en Allemagne. Jermaine et son frère Zach, ils sont tous les deux métis. Leur mère Kay est blanche, leur père biologique afro-américain. Tous deux ont servi dans l'armée américaine. Enfants, les garçons devaient déménager en famille à Fort Bragg. À Fayetteville, souvent appelée Fayetna à cause de la criminalité et de ses quartiers difficiles, la mère de Jay a emmené lui et son frère.
Mais son père a profité de ce déménagement pour abandonner la famille, décidant de ne pas les rejoindre aux États-Unis. Jay explore aujourd'hui dans sa musique les thèmes de l'abandon et de l'absence paternelle. It was just me and my brother and my mother played father, cause no other main bother, not even my biological. Sa mère, Kay, a trouvé un emploi comme barmaid au Sundowner Lounge, gagnant $2 de l'heure pour subvenir aux besoins de la famille. Avec un peu d'encouragement, elle a finalement postulé pour devenir employée de la poste américaine et a obtenu le poste. Grâce à son salaire de $17 de l'heure et aux revenus du nouveau beau-père, la famille a pu emménager dans sa première vraie maison. C'était au 2014 Forest Hill Drive. À l'âge de 11 ans, J. Cole avait enfin sa propre chambre où il était libre d'explorer sa passion grandissante pour la musique et le rap. Dans ma propre chambre, je pouvais faire des choses comme m'évader en écoutant la musique que je voulais entendre. Je pouvais faire des choses comme rapper devant le miroir. Le jeune rappeur de 12 ans en herbe a traversé plusieurs changements de style au fil des années avant de finalement trouver sa propre voix. Quand il a commencé, il imitait son rappeur préféré, Master P, et le mouvement No Limit. Je suis un putain de soldat. Je fume de la weed, mais je ne fumais pas ça. J'avais genre 12 ans. 13 ans! Après ça, il a commencé à se concentrer sur ses compétences en battle rap. Je déteste la vérité. J'ai grossi, je suis mort, et maintenant je suis Zeus. À 15 ans, il a commencé à développer son rap pour raconter des histoires et est devenu un grand fan du groupe local Bomb Shelter. Après avoir envoyé plusieurs emails au groupe, ils ont répondu en l'invitant à un concert. À cette époque, Bomb Shelter incluait un segment de freestyle lors de leur concert, invitant des gens du public à venir faire des battles. C'est ici qu'un J. Cole de 15 ans a affronté ses peurs et s'est produit en public, battant d'autres rappeurs qui avaient déjà la vingtaine. Dès lors, J. Cole était toujours accueilli au Bomb Shelter Studio et demandait à sa mère de l'y déposer chaque jour pour noter le matériel nécessaire à la création de ses propres beats. J'ai vu sa boîte à rythme et j'ai supplié ma mère chaque jour pour en avoir une. Elle a rendu ça possible et elle m'a acheté cette chose juste ici. C'est ma toute première boîte à rythme. Maintenant... Malgré le fait que la boîte à rythme coûtait $1000, la famille n'allait pas bien financièrement ou émotionnellement d'ailleurs. Jay se rappelle que sa mère devait trouver assez de monnaie le matin pour lui donner $1.50 pour le déjeuner. Le beau-père de Jay était violent et son frère Zach était harcelé à la maison et à l'école à cause de sa peau claire. Oui, les gens voyaient qu'il était différent. Vas-y, attaque-le! Tous ces problèmes étaient évoqués dans les raps de Jay, comme Breakdown, Three Wishes et son couplet sur Mama Told Me. Malgré ces problèmes familiaux, J. Cole est resté positif et motivé, excellent à l'école, travaillant à temps partiel à la patinoire et perfectionnant ses beats avec Bomb Shelter sous les noms Blaza et Therapist. Lors du choix de l'université, Jay a postulé uniquement aux écoles de New York en raison de ses liens avec l'industrie du rap. Et en 2003, après avoir obtenu son diplôme du lycée Terry Sanford avec une moyenne de 4,2, eh bien, il a été accepté à l'université St. John's et il a obtenu une bourse. Après son départ à l'université, la situation à la maison s'est dégradée. Le beau-père de Jay était en mission longue en Thaïlande. Durant cette période, il a cessé de payer l'hypothèque sans prévenir la famille. Quand la banque a saisi la maison, la mère de Jay a découvert qu'elle perdait sa maison et son mari. Sa mère a été forcée d'emménager dans un appartement et s'est vite retrouvée dans une nouvelle relation malsaine, devenue dépendante au crack. Pendant cette période, Jay a continué à travailler dur à New York, étudiant l'informatique, le commerce et la communication, tout en poursuivant sa musique. Il avait l'esprit occupé, sa mère avait des soucis. Je vous présente l'histoire d'un jeune homme qui a tout quitté, y compris tous ceux qu'il aimait, pour poursuivre son rêve. Après son diplôme en 2007, Jay a cherché à faire connaître son nom et ses beats, mais les débuts furent difficiles. J'ai attendu Jace dehors sous la pluie avec eux pendant 3 heures, espérant le voir. Par chance, il est venu, mais ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Il m'a juste manqué de respect en me disant de dégager. Mais le destin est une chose étrange. Et 1 an plus tard, il se retrouverait à nouveau face à face avec Jay-Z. Et cette fois, il voulait vraiment écouter sa musique. Pour faire court, quelqu'un l'a donné à quelqu'un qui l'a donné à Jay. Grâce au succès de sa mixtape The Warm-Up, Jay a signé chez Roc Nation, a travaillé sur Blueprint 3 pour Jay-Z et a été nommé l'un des meilleurs nouveaux talents de 2010 par XXL. En 2011, il a sorti son premier véritable album studio Cold World qui a atteint la première place du Billboard 200 et a été certifié disque de platine aux États-Unis. Grâce à l'immense succès de ce premier album, Jay a enfin pu aider sa mère à se remettre de sa dépendance. Il lui a aussi acheté une maison et elle a pu quitter son travail à la poste. Il a même décidé de l'emmener comme cavalière aux Grammy Awards. C'est touchant. J'ai amené ma maman. Et toi, tu as amené ta mère. C'est du hip-hop. Eh bien.
C'est la royauté du hip-hop ici. J'emmène souvent ma maman en sortie. D'ailleurs, maman, je viens te chercher ce soir à 8h. D'accord? Elle regarde toutes les vidéos. Donc, salut maman. Son album suivant, Born Sinner, est sorti le 18 octobre 2013 et a été un autre succès pour Jay. Encore une fois, il a atteint la première place du Billboard Top 200 et a été certifié platine aux États-Unis. Jay a même ajusté la date de sortie pour que Born Sinner soit en concurrence avec Jesus de Kanye West. L'album de Kanye a finalement surpassé Born Sinner. Je suis l'artiste le plus influent de notre génération. Mais seulement avec 30 000 exemplaires de plus. Je ne veux pas, c'est à moi, mais ne me parle pas. Jay-Z a depuis sorti le 2014 Forest Hill Drive. Il a débuté à la première place du Billboard Top 200 et s'est vendu à plus de 350 000 exemplaires lors de sa première semaine, malgré l'absence de promotion ou de singles sortis auparavant. Jay a reçu une autre nomination au Grammy pour le meilleur album rap et a remporté l'album de l'année au BET Hip Hop Awards ainsi que le meilleur album rap au Billboard Music Awards. Si vous êtes déjà allé sur Internet, vous savez sûrement que 2014 Forest Hill Drive a fait de J. Cole le premier rappeur depuis 25 ans à obtenir un disque de platine sans aucune collaboration. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis, Jay n'a pas ralenti. Il a joué dans une docu-série, J. Cole, Road to Homecoming, et a eu son propre concert spécial en direct sur HBO. J'essaye de gagner $1 million grâce à Fepsol. JJ a aussi pu racheter une maison au 2014 Forest Hill Drive pour $120 000 et prévoit d'en faire un endroit où des familles pourront vivre pour peu ou pas de loyer afin de se remettre sur pied. Outre son travail caritatif, Jay a aussi été nommé l'un des 16 artistes actionnaires de Tidal par Jay-Z, obtenant ainsi une petite part de l'entreprise. Tu sais que l'entreprise ne se porte pas très bien, mais c'est quand même quelque chose. Et en 2016, il est apparu sur le nouvel album de DJ Khaled et il a également joué avec Jay-Z, Beyoncé et Chance the Rapper lors du rassemblement d'Hillary Clinton à Cleveland. Nous apprécions sa vision. Certes, ça n'a pas marché, mais ce n'était pas la faute de J. Cole. Le 1er décembre 2016, la pochette et la liste des titres de son nouvel album For Your Eyes Only ont été révélés. Et quelques jours plus tard, Jay a sorti non pas une, mais 2 chansons de Clash, False Prophets et Everybody Gotta Die. Line up niggas in order of who you think can really fuck with me most. Then I tuck the heat close. If he don't duck, then he go. Sur ces morceaux, Jay s'en prend à Yeezy, Little Yachty, Little Uzi Vert, ainsi qu'à son ami de longue date, Whale. Whale a répondu un jour plus tard avec sa propre chanson de Clash, Groundhog Day. Maintenant, avant que vous ne commenciez à prendre parti ou à vous emballer en pensant qu'on pourrait avoir une autre situation à la Drake et Meek Mill, sachez que c'est peut-être juste pour s'amuser. Whale et Jay ont été vus ensemble à un match de basket comme Whale l'a publié sur Twitter. Et le bon vieux Lil Uzi Vert, eh bien, il semblait ravi à l'idée d'un affrontement. With the Church Girl in theaters October 18. Ja Rule est né Jeffrey Bernard Atkins le 29 février 1976 dans le Queens à New York. Comme il est né une année bissextile, il n'a eu que 10 anniversaires dans sa vie. Il devait fêter son anniversaire le 28 février, où le 1er mars, enfant unique et témoin de Jéhovah, ce petit gars était pourtant très combatif. Il a fondé Cash Money Click et, après un premier disque avec Irv Gotti chez Murder Incorporated Records, il est devenu une superstar, jouant pour les troupes en Irak une semaine, puis traînant avec DMX la suivante, en criant « It's murder », tandis que l'autre aboyait comme un chien. Il saute dans la voiture avec lui. On part. On découvre qu'il a volé la voiture dans laquelle on roule. Cette fois, il a dû rentrer en autostop, mais sinon Ja était au sommet. Puis, à la fin des années 90, un autre rappeur en pleine ascension a commencé à faire parler de lui. Il avait le même âge que Ja et venait du même quartier du Queens. On ne savait pas vraiment pourquoi 50 Cent, alors non signé, attaquait Ja Rule, mais la rivalité grandissait, attirant l'attention sur Fiddy, vite signé chez Shady Records. Ensuite, la situation a empiré. C'est quoi ce délire avec 50 Cent? D'accord. C'est simple et clair. Tu sais, ce type, il est tout le temps sur mon dos et tout. Ja Rule et Irv Gotti ont prévenu Eminem et Dre que signer un rival serait pris personnellement et qu'ils réagiraient si 50 sortait des morceaux de Clash. Légalement ou dans la rue, je ne sais pas, mais Eminem et Dre n'ont pas ignoré la menace et Ja Rule s'est vite retrouvé dans une bataille difficile. Amenez ces idiots ici. D'accord. On va le mettre dans le cul de Ja Rule.
En plus de devoir sans cesse rivaliser avec ses collègues de Def Jam, Jay-Z et DMX, il était interdit d'accès à tous les événements où ses rivaux étaient invités. Les gens évitaient les ennuis, surtout après l'implication de Ja Rule dans une fusillade à la sortie d'une soirée dans un club de Manhattan. En 2004, Ja Rule n'était plus dominant sur les ondes et la situation de Murder Incorporated était préoccupante. Les bureaux de l'Incorporated ont été perquisitionnés par le FBI à cause des liens et des investissements initiaux de Kenneth Supreme McGriff, baron de la drogue. Peu de temps après, l'IRS a commencé à les enquêter et les a poursuivis en justice. Pendant ce temps, Ja ne pouvait rien dire dans ses morceaux ou dans la vraie vie contre la société dans l'affaire, ce qui expliquerait la faiblesse de ses clashs. Après la fin de son contrat en 2005, Ja Rule a choisi de faire une pause dans l'enregistrement. Lorsque tout semblait repartir pour Inc. en 2007, Ja a fait son retour à la radio avec Lil Wayne sur le single UO. Quelques mois plus tard, lors d'une fouille de sa voiture, Ja a été arrêté pour possession d'armes à feu. Oui, tu peux le redire. Son procès n'était pas prévu avant des années, et en attendant, Gotti lui a donné le label Empire Music Group, et il a tenté de trouver Dieu dans son premier rôle principal au cinéma. Qu'y a-t-il de mal à aller à l'église? Dieu ne veut pas de moi ici, d'accord? Oui, il existe un film I'm in Love with a Church Girl où il joue un ex-trafiquant cherchant la rédemption. Mais juste après avoir terminé le tournage, le tribunal a mis à exécution sa peine de prison de 2 ans. À l'intérieur, il a lu beaucoup de livres, il a passé son équivalent du bac et il a pris 18 kilos de muscles. Une chose qu'il n'a pas faite, c'est se battre. Va savoir. Sa peine s'est achevée le 8 juin 2011, mais il a été immédiatement réincarcéré pour ne pas avoir déclaré plus de 3 millions de dollars aux impôts. Finalement, le 7 mai 2013, il a été vraiment libéré et s'est précipité dans un TGI Fridays pour un cheeseburger et des frites. J'imagine qu'il ne connaissait pas Five Guys. Merde. Je dois dire que Ja Rule semble revenir sur le devant de la scène et fait tout pour renflouer ses finances. En 2014, lui et sa famille ont participé à la télé-réalité Follow the Rules sur MTV. Il a également fondé le Fire Festival, un nouvel événement musical exclusif qui se déroule sur une île privée aux Bahamas. Il prévoit également de sortir cette année son 8e et dernier album intitulé Coup de grâce, ce qui signifie un coup final ou décisif, ou en français, coup de miséricorde. Kanye W est né le 8 juin 1977. Pour plus de détails sur son ascension, regardez nos autres vidéos sur Yeezy, surtout l'épisode Avant qu'il ne soit célèbre. C'est un épisode épique d'environ 20 minutes où tout est abordé. C'est ce qui nous manque, absolument. Nous n'avons pas le temps de raconter toute sa vie dans cette vidéo, car il y a trop à couvrir. On pourrait donc commencer par les événements tragiques du passé de Kanye. Je parle de l'accident de voiture qui a failli lui coûter la vie au début de sa carrière. Frôler la mort, risquer de perdre ta bouche, ta voix alors que tu es rappeur, tout ton visage. Je devais passer à la télé. Mon visage me semble fou maintenant. Vous le trouvez sûrement normal, mais moi je complexe sur certains détails. Regardez ma bouche. On dirait qu'on ne voit même pas mes dents du bas quand je parle. Ou la mort prématurée de sa mère après qu'elle soit passée sur le billard pour une chirurgie esthétique de routine. Elle est décédée, tu sais, quelques semaines après, et j'ai fait tout ce que je pouvais pour retrouver cet ours et le placer au-dessus de toutes les œuvres de Takashi Murakami que j'avais à la maison. Honnêtement, ce sont juste des événements tristes arrivés à cet homme. Même si ces événements ont influencé la personne qu'il est devenu, ils ne reflètent pas l'implication active de Kanye dans sa propre chute. Maintenant, pour en parler, il faut commencer par les MTV Video Music Awards en septembre 2009. Et oui, je pense que vous voyez où je veux en venir. Ce jour-là, Kanye a montré pour la première fois à quel point sa carrière serait diversifiée en interrompant Taylor Swift. Ce jour-là, Kanye a fait irruption sur scène pendant que Taylor Swift recevait le prix du meilleur clip féminin, prix pour lequel il n'était même pas nommé. Il devait informer le monde que Beyoncé s'était fait avoir, même si elle paraissait furieuse et gênée qu'il la défende ainsi. Mais Beyoncé avait l'un des meilleurs clips jamais réalisés. Un des meilleurs clips jamais réalisés. Des gens du monde entier ont été choqués par ses pitreries, puis il a entamé une tournée d'excuses. Même Kanye voit ce moment comme un tournant dans sa carrière et dit que c'était le début de la fin. Cette nuit-là, quand je suis monté sur scène, c'était le début de la fin de ma vie. Allons-y. Lady Gaga a annulé la tournée le lendemain. Après cela, Kanye s'est bien comporté à nouveau pendant quelques années. Puis, en 2014, alors qu'il se produisait à Sydney, en Australie, pour promouvoir son album de 2014, Yeezus, Kanye a interrompu le spectacle. Il a demandé à tout le public de se lever.
Quand tout le monde ne s'est pas levé, eh bien, Kanye s'est énervé et a pointé du doigt 2 fans qui ne s'étaient pas levés. Le problème, c'est que ces deux-là avaient une très bonne raison de ne pas se lever. Je veux dire, ils ne pouvaient pas. L'un était en fauteuil roulant et l'autre avait une jambe prothétique. Aïe. C'est le plus longtemps que j'ai dû attendre pour faire quelque chose. C'est incroyable. Maintenant, s'il est en fauteuil roulant, alors ça va. Est-il en fauteuil roulant là-bas? L'année suivante, des rumeurs ont circulé sur une sextape de Kanye West après le vol de son ordinateur à Paris. La sextape n'a jamais fait surface, heureusement, mais une nouvelle chanson, Awesome, est sortie. L'ordinateur portable est resté un mystère jusqu'en 2016 lorsque sur le morceau Real Friends, Kanye a admis que c'était l'un de ses propres cousins qui avait volé l'ordinateur pour le faire chanter et lui soutirer 250 000 $. Kanye a payé l'homme, ce qui soulève la question, qu'est-ce qu'il y avait bon sens sur cet ordinateur? Leurs fantasmes les plus profonds et sombres. 2016 a été une année que Kanye n'oubliera probablement jamais, et c'est vraiment là que sa carrière a commencé à prendre une trajectoire descendante dont beaucoup pensent encore que sa carrière ne se relèvera jamais. Il a commencé l'année avec une dispute sur Twitter avec Wiz Khalifa. Les deux se sont affrontés à propos du fait que Kanye envisageait d'appeler son prochain album Waves. Wiz s'est vexé car il pensait que Max B avait popularisé le terme Wave et que Kanye devrait simplement laisser les choses en l'état. Kanye s'est mis en colère en voyant les tweets de Khalifa avec caca, croyant à une insulte envers Kim Kardashian. Puis il a affirmé posséder l'enfant de Khalifa juste parce qu'il a fréquenté Amber Rose, la mère du bébé, avant lui. C'est étrange. Au final, caca signifiait en fait Khalifa Kush, qui est sa marque de cannabis, donc Kanye, il est passé à autre chose. Prétendre posséder l'enfant de quelqu'un ou une autre personne ne donne jamais bonne image. Twitter a d'ailleurs causé beaucoup de soucis à Kanye cette année-là. Le mois suivant, il allait tweeter. Sans donner le moindre contexte supplémentaire, il a mis des millions de personnes en colère. Ce même mois-là, Kanye, lui, allait sortir son tube Famous, que personne n'avait vu venir. Son ancienne amie Taylor Swift a été choquée en entendant les paroles « Je sens que Taylor et moi, on pourrait encore coucher ensemble. Pourquoi? Je l'ai rendu célèbre. » Il y a alors eu un tollé public de la part des amis et des fans de Taylor. Ensuite, Kanye a tweeté que Taylor avait approuvé les paroles en question. Taylor a vite nié l'avoir fait et a profité de son discours au Grammy pour l'album de l'année afin de dénoncer Kanye. Il y aura toujours des gens sur votre chemin qui essaieront de diminuer votre succès ou de s'attribuer le mérite de vos accomplissements ou de votre célébrité. Ferme ta gueule. Je vais te laseriser avec des putains d'yeux d'aliens et faire exploser ta putain de tête. Mais Kanye, il ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il a sorti le clip de Famous qui comprenait des statues de cire non seulement de Taylor Swift, mais aussi d'autres célébrités comme George Bush, Donald Trump, Rihanna, Amber Rose et Bill Cosby. Et devine quoi? Fidèles au style provocateur de Kanye, ils étaient nus. Tout cela s'est terminé avec un certain rebondissement quelques mois plus tard, lorsque la femme de Kanye, Kim Kardashian, a expliqué dans une interview avec GQ qu'elle avait été blessée par les mensonges de Taylor à propos de la chanson et qu'il y avait une preuve qu'elle l'avait entendue. Taylor a continué de nier, mais Kim, elle, gardait des preuves. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ça. Je sais, je suis comme une pop star, je fais... Mon show. Maintenant, cela aurait pu finalement innocenter Kanye, en quelque sorte. Mais au même moment, alors que tout cela se passait, il a révélé au monde entier qu'il avait 53 millions de dollars de dettes parce qu'il avait dépensé plus d'argent qu'il ne pouvait se le permettre dans ses projets créatifs. Il en est même venu à demander à certaines des personnes les plus riches du monde si elles accepteraient d'investir dans son génie. La fortune de Kanye West a beaucoup fluctué au fil des années, mais d'après tout ce qu'on sait, il s'en sort très bien en ce moment. Si vous voulez en savoir plus, regardez notre vidéo La vie des riches sur Kanye que nous mettons à jour chaque année. Revenons maintenant aux controverses. L'année 2016 a aussi été celle où Kanye West est officiellement devenu un partisan de Donald Trump. J'imagine que quand Trump est apparu dans le clip de Famous, on aurait tous dû deviner où ça allait mener. Ce fut tout de même un choc pour beaucoup de voir l'homme qui avait déclaré « George Bush ne se soucie pas des Noirs ». Passer de ça à s'asseoir bien gentiment avec le président élu Donald Trump en portant une des fameuses casquettes MAGA de Trump. Oui, personne, vraiment personne ne s'y attendait. Les gens s'attendent à ce que si tu es noir, tu doives être démocrate. J'ai eu des conversations où on disait en gros que l'aide sociale est la raison pour laquelle beaucoup de noirs finissent par être démocrates.
À cette époque, alors que Kanye était en pleine tournée San Pablo, il ne l'a jamais terminé après avoir été placé en observation psychiatrique en novembre 2016. Tu as l'impression que le fait d'être bipolaire fait partie de ce qui te rend brillant, que ça fait partie de toi et tu l'acceptes. Oui. Après avoir pris un peu de recul sous les projecteurs pendant environ 1 an et demi pour travailler sur sa santé mentale et son bien-être, eh bien, lorsque Kanye est réapparu lors d'une interview avec TMZ, il n'a pas fallu longtemps pour que les choses dérapent à nouveau. Il a fait ce commentaire tristement célèbre lors de cette interview. L'esclavage pendant 400 ans? Pendant 400 ans? Ça ressemble à un choix? Genre, vous étiez là pendant 400 ans et vous étiez tous là. Peu de temps après, l'homme qui avait autrefois écrit l'album Jesus, eh bien, il a décidé d'embrasser sa foi chrétienne avec plus de ferveur que jamais. Il a sorti l'album Gospel Jesus is King et, en faisant sa promo, il a davantage attiré l'attention par ses propos et actions que par sa musique. Lors d'une interview avec Big Boy, il a déclaré que les démocrates avaient lavé le cerveau des Afro-Américains. Les démocrates nous ont fait voter démocrates avec des bons alimentaires pendant des années, frère. De quoi tu parles? Des armes dans les années 80, retirer les pères du foyer? Plan B, réduire notre nombre d'électeurs, nous pousser à avorter nos enfants. Il s'est aussi opposé à la pilule Plan B, affirmant que les démocrates complotaient contre les Noirs en prétendant que le Plan B ferait avorter leurs enfants et réduirait leur nombre d'électeurs. C'est un peu tiré par les cheveux. Dans une autre interview avec James Corden, il a aussi dit avoir reçu un remboursement d'impôts de 68 millions de dollars directement de Dieu. Soudain, le fait qu'il fréquente Trump semblait plus logique. Avant de conclure, regardons rapidement la dernière erreur de Kanye, sa candidature à la Maison-Blanche. Comme vous pouviez probablement le deviner à ce moment-là, j'ai décidé en 2020 de me présenter à la présidence. Bien que le fait que Kanye se présente à la présidence s'intègre parfaitement au cirque qu'a été l'année 2020, il était tout de même décevant d'apprendre sa position sur certains sujets sensibles. Par exemple, bien qu'il ne veuille pas rendre l'avortement illégal, il a tenu des propos très confus lors d'un rassemblement présidentiel en Caroline du Sud. Mon point de vue, c'est que vous devez ou devriez tout équilibrer. Cela devrait toujours être égal. Mais il devrait y avoir une option d'augmentation maximale pour tout le monde. Écoute, Kanye a déjà dit des choses folles, mais payer 1 million de dollars pour que des gens aient un enfant, c'est sûrement le summum. Il avait aussi ses réflexions sur les vaccinations Covid et sans les condamner ouvertement, il y était clairement opposé. Il a dit à Forbes, « Il y a tellement de nos enfants qui sont vaccinés et paralysés, donc quand ils disent que la façon dont on va régler le Covid, c'est avec un vaccin, je suis extrêmement prudent. C'est la marque de la bête. » Ça me rappelle un extrait du film Half-Baked, la marque de la bête. Et il a aussi suggéré que la pandémie concerne Dieu et que nous devons arrêter de faire des choses qui mettent Dieu en colère. Maintenant, je dirais qu'en haut de cette liste, il y a le fait de dire des conneries sans avoir aucune preuve pour étayer ça. Mais bon, si c'était une exigence, eh bien beaucoup d'artistes, pas seulement Kanye West, auraient de gros problèmes. Je déteste ton côté putain de nerd. Je vais baiser salement et elle va baiser salement aussi. Lil Pump, de son vrai nom Gazi Garcia, est né le 17 août 2000. Oui, je préfère ne pas dire mon âge. Tu vois ce que je veux dire? Dis-le juste, frère, sache juste que je suis un putain de... peu importe mon âge. Gazi est né à Miami, en Floride, et a grandi à Miami Gardens. Maintenant, on ne sait pas grand-chose sur son enfance, mais j'ai découvert quand il a dit son premier gros mot. Donc, quand j'avais environ 8 ans, ma mère m'a dit « Blo, va faire tes devoirs ». J'ai répondu « Merde, je vais faire mon travail ». Aussi sur Instagram, il a partagé cette photo de son école primaire. D'accord, ce n'est sans doute pas son école, et il est difficile de croire sa chanson Elementary, où il décrit ses années ainsi « Je vendais de la drogue et fais des coups depuis l'école primaire ». Mais nous savons que Lil Pump écoutait déjà des chansons de rap avant de se lancer dans le freestyle et qu'il admirait des artistes comme Chief Keef, Little B et Fredo Santana. Nous avons déjà fait un épisode avant qu'il soit célèbre sur Chief Keef, mais il faudrait le mettre à jour. On n'a pas encore traité Little B ou Fredo Santana, donc je pourrais m'en occuper. En fait, Little Pump a eu de gros ennuis au collège et tout a commencé à cause d'une chanson de Chief Keef. Pump écoutait Don't Lie quand une fille lui a posé problème. Elle lui a mis du chewing-gum dans les cheveux et sa réaction, je vais le laisser la raconter. Je me suis levé et je l'ai défoncé. Frérot. Boop, 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 putain frérot. Maintenant, dans cette interview, Little Pump a précisé que ce n'est pas quelque chose qu'il ferait habituellement. Donc, passons à la suite.
Quand il avait 13 ans, le cousin de Little Pump, Little Ominous, lui a présenté Smoke Purp. Les deux sont finalement devenus des collaborateurs sur plein de morceaux. Ils se sont rapprochés en jouant au basket et en faisant des bêtises comme casser des vitres. Et ce gars-là fumait comme un adulte, mais il avait 13 ans, mais il fumait comme un vrai adulte. Et j'étais là, genre quoi, putain? Il a été expulsé de toutes les écoles publiques de son district à cause de ses mauvaises habitudes, puis renvoyé d'un lycée de la seconde chance en classe de seconde. Je n'ai même pas pu entrer au lycée, je suis dans le vert. J'ai fréquenté l'école de la seconde chance, puis j'ai été renvoyé. En seconde. Juste à cause de bagarres, de conneries. Si tu ne sais pas ce qu'est une école de la seconde chance, c'est entre un lycée et une prison avec agents de sécurité, fouilles et détecteurs de métaux. Malgré tout ça, Little Pump a quand même réussi à déclencher une émeute avec des hélicoptères et des chiens policiers. Je suis dans ce délire. Tout ça, mec, tu sens que le jeu est en marche. Moi, je fais pas ça. Ça se passe ici, mec. Tu sens que le gang est en action. Smoke Purp, de 3 ans l'aîné de Little Pump, l'a incité à débuter dans le rap alors qu'au départ, aucun ne voulait devenir rappeur. Little Pump n'avait aucun projet d'entrer dans l'industrie musicale. Smoke Purp préférait travailler dans l'ombre comme producteur. Il a appris à utiliser FL Studios en autodidacte via des tutoriels YouTube, mais peinait à trouver des rappeurs pour ses instrus. Alors il a commencé à rapper sur ses propres instrus pour faire avancer sa musique. Et finalement, il a encouragé Little Pump à faire pareil. Little Pump improvisait de temps en temps, mais il hésitait à vraiment enregistrer. Comme je l'ai dit, il n'avait vraiment pas prévu de devenir rappeur, mais finalement, Purp l'a convaincu d'essayer. Et puis il m'a dit, non frère, tu ferais mieux d'enregistrer. Là, tout de suite, et il a juste lancé l'instru, et moi, j'ai juste balancé un freestyle et tout, et je l'ai sorti. Le morceau Pump a été publié sur SoundCloud, mais les gars n'étaient pas encore très sérieux. Ils avaient d'autres sources de revenus, comme Lil Pump qui vendait du Xanax. Ensuite, ils ont vu leurs chiffres grimper en ligne. Plus tard, il dira à Double XL, après la sortie, il y avait environ 10 000 vues. Je n'y croyais pas. Maintenant, ce n'est plus rien. Quand ça a monté à 6 millions et que tout le monde appréciait ce que je faisais, je me suis dit pourquoi pas. D'autres morceaux allaient suivre, notamment 30's Elementary, Ignorant, Gang et Drumsticks. Il ne peut pas vraiment savoir l'ordre de sortie de ces morceaux car SoundCloud a supprimé beaucoup de ses chansons. Lil Pump a reçu plus de 5 millions d'écoutes sur son morceau Move In avant qu'il ne disparaisse. Broke My Wrist a également été supprimé. Après quelques morceaux, Lil Pump a vu sa base de fans croître, lui permettant de sortir d'autres chansons et de préparer son premier clip vidéo. Lapin, ouais. Lapin, ouais. Sa popularité sur SoundCloud lui a permis d'être reconnu dans la scène rap underground du sud de la Floride. Et il a partagé l'affiche de la tournée No Jumper en 2016. Il a donné de nombreux concerts et en prépare d'autres. Si tu veux le voir en concert, voici comment avoir des billets au meilleur prix grâce à SeatGeek. Boum! C'est le plus grand moteur de recherche de billets d'événements. Il compare tous les prix disponibles en ligne pour trouver la meilleure place au meilleur prix. SeatGeek donne un score de 1 à 100 pour indiquer si l'offre est bonne. Vert signifie bon, rouge mauvais. Maintenant, parce que vous avez tous été des abonnés incroyables, j'ai en fait obtenu 20 $ de réduction pour vous quand vous utilisez le code promo FAMOUS. Inscrivez-vous dès maintenant, achetez vos billets et économisez 20 $. SeatGeek permet de trouver des billets pour presque tous les concerts ou événements sportifs. Consultez le lien ci-dessous. Revenons à Little Pump. Avec sa nouvelle notoriété, Little Pump a changé de style en se teignant les cheveux en blond et rose. Je me demande donc pourquoi il s'est fâché contre la fille qui a mis du chewing-gum dans ses cheveux alors qu'il adopterait ce look plus tard. Pendant ce temps, ses réseaux sociaux ont décollé. Il amusait ses fans avec des publications extravagantes, ce qui a valu 2 suspensions de son compte Twitter. D'autres mauvaises nouvelles sont survenues quand un type a pris son sac à dos. J'ai rassemblé ses fans. Ferme-la, espèce de... Ouais, putain de nerd, putain de... J'ai dit, regarde, j'ai dit Pump, a dit Pump, c'est ainsi qu'on apprend son nom. Mais à ce moment-là, Little Pump était trop occupé pour se préoccuper des haters, parcourant le pays pour donner des concerts. Il a reçu un peu d'attention de Double XL en se portant candidat à la sélection Freshman de 2017. Il n'a pas été retenu, mais il est considéré comme un sérieux prétendant pour 2018. Little Pump a sorti les singles de Rose et Boss au début de 2017 qui ont été de grands succès, accumulant ensemble 85 millions d'écoutes. Le clip vidéo de The Rose a été produit par Cole Bennett, basé à Chicago, qui a également travaillé avec des artistes comme Famous Dex, Lil Zane, Ski Mask, The Slump God et Trippie Redd. Mais sa vidéo la plus populaire sur YouTube est Des Roses de Lil Pump, sortie le 30 janvier 2017 et qui, au moment de cet enregistrement, compte plus de 74 millions de vues.
D-Rose. 2 mois avant ses 17 ans, Little Pump a signé avec The Lights Global et Warner Brothers Records. Il a annoncé que son premier album sortirait en août, mais même si cela ne s'est pas produit, il a tout de même sorti la chanson Gucci Gang ce mois-là. Ce serait la première chanson de Little Pump à entrer dans les classements Billboard. La chanson atteindrait la 5e place sur les classements rap et R et B hip-hop américains, ainsi que la 14e place du Hot 100. La chanson serait incluse dans son premier projet, ainsi que certains de ses autres plus grands succès à ce jour, notamment Boss, Flex Like Who, De Rose et Molly. La mixtape éponyme est sortie en téléchargement numérique le 13 octobre 2017 avec Warner Brothers et Lights Global et comportait des collaborations assez impressionnantes. On parle de Gucci Mane, Lil Yachty, Chief Keef, Rick Ross et 2 Chainz Smoke Perp figureraient bien sûr aussi sur le projet. La mixtape Little Pump a atteint la 2e place des charts rap américains, la 2e place des charts R et B et hip-hop et la 3e place du Billboard 200. Little Pump est ensuite apparu au Rolling Loud Festival à Mountain View en Californie en octobre 2017 et il figurera de nouveau sur la programmation pour l'édition de décembre du festival qui se tiendra à San Bernardino. Aujourd'hui, Little Pump gagne de l'argent et selon ce que j'ai vu en ligne, il ne manque pas de filles. Il veut devenir le plus grand rappeur et sûr de son originalité, il pense pouvoir dominer le game. Je suis content, enfin non, je veux dire, regarde tout ce fric, mec. Lil Wayne est né sous le nom de Dwayne Michael Carter le 27 septembre 1982. Pour son lieu de naissance, nul besoin de préciser d'où il vient, comme Slim Shady pour Detroit ou Jay-Z pour Brooklyn. Eh bien, Weezy a mentionné la Nouvelle-Orléans dans pratiquement tous les albums qu'il a sortis. Ayant grandi à Holly Grove, au cœur du 17e district de la Nouvelle-Orléans, Wayne a été élevé surtout par sa mère après le divorce de ses parents quand il avait 2 ans. Il a décrit son père comme étant très violent. Il a déclaré « Il a forcé ma mère et moi à vivre chez sa mère jusqu'à ce que j'ai environ 5 ans, mais lui n'y vivait pas. Il venait simplement passer tous les 2 jours pour frapper ma mère, puis repartait vivre avec sa femme. » Dans une interview avec Katie Couric, il a révélé qu'il avait retiré le D de son prénom, Dwayne. Eh bien, parce qu'il a dit « Je suis un junior et mon père est en vie. Il n'a jamais fait partie de ma vie, donc je ne veux pas être Dwayne. Je préfère être Wayne. » Quand Katie lui a demandé si son père savait, il a juste répondu « Il le sait maintenant. » Lil Wayne considère son beau-père, Reginald Rabbit McDonald, comme son vrai père. Malheureusement, Rabbit a été tragiquement assassiné avant de pouvoir voir son fils devenir célèbre. Pour commémorer cet homme, Lil Wayne lui a dédié un tatouage. Lil Wayne s'est ensuite inscrit à l'école primaire Lafayette, où le jeune homme excellait dans ses études. Il faisait partie du programme pour élèves doués de l'école. En parallèle, il est tombé amoureux du hip-hop. À 9 ans, il a commencé le freestyle lors de fêtes de quartier et a testé plusieurs pseudonymes, dont Shrimp Daddy. C'était avant qu'il ne choisisse définitivement Lil Wayne. Et même tout jeune, il prenait le micro et se mesurait à n'importe quel MC, peu importe leur âge. Il a dit « J'ai commencé à rapper à 8 ans. Personne au monde n'aurait pu me dire que je ne deviendrais pas rappeur. J'ai donc toujours su que j'en serais un. » À cette époque, il a attiré l'attention de Brian Baby Williams et Ronald Slim Williams, 2 habitants de la Nouvelle-Orléans voulant créer leur label. Maintenant, Birdman, aussi connu sous le nom de Baby, eh bien, il a compris qu'avec le bon encadrement, Lil Wayne pouvait devenir énorme. Ils ont recruté le rappeur dans leur nouvelle entreprise, Cash Money Records. À 11 ans, il a sorti son premier album, True Story, ce qui lui a valu ses premiers avantages du succès. J'ai été violé quand j'avais 11 ans, 2 fois. J'ai aimé ça. Je n'oublie jamais ces mots. Suce la win et laisse la bite. Mais il n'y a pas eu que de bonnes nouvelles. À 12 ans, Weezy a failli mourir. Un événement récemment réévoqué avec de nouveaux éléments. Il fouillait dans la chambre de sa mère alors qu'elle était au travail. Il a trouvé un pistolet 9 mm qui a tiré et la balle lui a traversé la poitrine. Lil Wayne a miraculeusement survécu après son transfert à l'hôpital. Et alors que la première version donnée par Wayne décrivait le coup de feu comme un accident, il a révélé depuis qu'en fait, eh bien ce n'était pas un accident. C'était une tentative de suicide. Oui, sa mère lui avait alors dit qu'il ne pouvait plus rapper. Il a été submergé par cela, et Wayne, il a essayé de mettre fin à ses jours. Maintenant, dans le nouvel album, The Carter Fee, on dit que le rappeur entre dans plus de détails sur cet incident. Ayant quitté l'école à l'âge de 14 ans, Wayne a continué à travailler avec Cash Money en tant que membre du groupe au nom suspect Hot Boys. C'était un groupe de rappeurs basé à la Nouvelle-Orléans composé de plusieurs autres, et bien venant, vous savez, de la région environnante.
Après avoir sorti 2 albums, Get It How You Live et Guerrilla Warfare, en 1999, les Hot Boys sont devenus une sensation du hip-hop, beaucoup les considérant comme la réponse du monde du rap à l'afflux de groupes pop qui apparaissaient dans les années 90. Il est même reconnu pour avoir inventé un terme devenu emblématique dans la culture rap. Wayne started Bling Bling, that's his creation. At that time, if we'd have knew better, I'd have copyrighted that shit. Ça me donne presque envie de mettre mes grills et mon bling, mais c'est dur d'animer ainsi. À 16 ans, Wayne sort en solo The Block is Hot, certifié double platine. C'est à cette époque qu'il a eu, avec son amour de lycée, Toya Wright, son premier enfant, une fille nommée Regina. Qu'est-ce que c'est? Regina. Nom étrange. C'est un hommage à, vous savez, son beau-père. Et, eh bien, Wayne, il a sorti 2 autres albums de 2000 à 2002 parce que le quartier était chaud. C'était animé. Mec, t'as 500 degrés dans le ventre, puis Birdman arrive le 26 novembre, restez attentif. Même si Lights Out et 500 Degrees étaient des projets impressionnants, son succès financier est resté modeste. Ce n'est qu'avec la sortie de The Carter en 2004 et du single à succès Go DJ que les gens ont vraiment commencé à remarquer ses talents en tant qu'artiste solo. Après son équivalent du bac en 2005, Lil Wayne est retourné à l'école pour étudier la psychologie à l'université de Houston. La même année, il a sorti The Carter 2 qui comprenait des titres à succès comme Fireman, Hustler Music et Best Rapper Alive. Il a aussi créé Young Money Entertainment sous Cash Money, recrutant rapidement de nouveaux artistes pour former une équipe solide. En 2006, Wayne et Birdman ont sorti un album en collaboration intitulé Like Father Like Son et l'album comprenait un autre morceau emblématique, Stuntin' Like My Daddy. Malgré quelques questions qui circulaient au sujet de son mentor, eh bien, Lil Wayne était une véritable superstar et grimpait rapidement les échelons pour devenir le champion incontesté du hip-hop. De plus, le titre de meilleur rappeur vivant, eh bien, il lui avait été attribué. Mais ses précédentes sorties, elles ne faisaient pas le poids face à la bombe culturelle qu'il s'apprêtait à lâcher. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il semble qu'il y ait un peu de fumée ici. Vous connaissez sûrement Candy Pants, même si le nom ne vous parle pas, je pense que vous les avez déjà croisés. Candy Pants a été élu meilleur vaporisateur de 2018 par High Times grâce à sa combinaison de technologie populaire et de design tape à l'œil. Et Candy Pants, eh bien, ils deviennent rapidement le choix incontournable pour le vapotage dans la communauté hip-hop et rap, avec le soutien de DJ Khaled, Fatboy SSE, Young Emma, Amber Rose et A$AP Rocky. En fait, A$AP a sa propre gamme appelée la collection Flacco Jody. Et Amber Rose, elle, a des panneaux publicitaires partout à Los Angeles pour promouvoir sa propre ligne signature. Candy Pants s'adresse désormais aux plus de 18 ans. En tant qu'ambassadeur officiel de YouTube, je peux vous offrir 25% de réduction sur votre commande avec le lien ci-dessous. Utilisez le code promo BTWF25 et je viens juste de réaliser que mon stagiaire Hazard, il est accro à ce truc. Il a tout volé! Au printemps 2008, Lil Wayne a dévoilé The Carter 3 avec les singles Lollipop, Got Money, Mr. Carter, Miss Officer et une chanson que vous avez probablement entendue en boîte 1 ou 2 fois. Je parle de Amelie. The Carter 3 s'est vendu à plus de 2,8 millions d'exemplaires en 2008. En 2009, il a reçu 3 Grammy Awards pour l'album. Meilleur album rap, meilleure chanson rap pour Lollipop et meilleure performance rap solo pour Amelie. Il a également partagé un prix ce soir-là pour sa collaboration avec T.I., Kanye et Jay-Z sur Swagga Like Us. Son succès avec ce disque a conduit à une tournée à guichet fermé avec Young Jeezy, Soulja Boy et Drake, intitulée Young Money Presents The America's Most Wanted Tour. Ils auraient probablement dû ajouter un peu de gazon canadien, mais ils ne l'ont pas fait. Peu importe, passons à autre chose. En 2009, avec sa nouvelle équipe de talents, dont Drake, Nicki Minaj et Tyga, il a sorti l'album We Are Young Money. La compilation comprenait des morceaux comme Bedrock et Every Girl. En mars 2010, après la sortie de Rebirth, Lil Wayne a été condamné à 1 an à Rikers pour des accusations antérieures de possession de marijuana et d'armes à feu illégales. Plusieurs collègues du label, dont Drake, Nicki et Birdman, ont pris sa défense. C'était ridicule. Franchement, fumer de l'herbe et porter un pistolet. C'est un rappeur. Il lui a demandé d'aller en prison. Il ne devrait pas avoir à aller en prison. Et mourir. C'est quelqu'un de tellement fort. Pendant que Lil Wayne était en prison, son 8e album I Am Not a Human Being est sorti. À l'automne, Wayne a quitté Rikers en liberté anticipée et a aussitôt travaillé sur de nouveaux morceaux, dont le 4e volet de la série Carter sorti à l'été 2011,
Il a enregistré 300 000 téléchargements de chansons en une semaine, mais comparé à son prédécesseur, l'album The Carter 3, eh bien, il a été considéré comme un effort moindre. Vous savez que je fais beaucoup de collaborations et tout ça, j'ai fait beaucoup de collaborations et tout ça. Alors je vais vous parler de l'une de mes collaborations préférées que j'ai faites. En 2012, Lil Wayne était considéré comme sans doute le rappeur le plus prolifique du moment et il comptait 597 apparitions en tant qu'invité sur les morceaux d'autres artistes. Et cela entre les années 1997 et 2012. Son 10e album solo est sorti au printemps 2013, I'm Not a Human Being. Acclamé par la critique, il a débuté 2e au classement Billboard 200. Si tu veux des conseils, jeune père, ce n'est pas ce qu'il te faut. Sois un homme comme moi, occupe-toi de ton enfant et de ta femme. Qu'en penses-tu? Lil Wayne a 4 enfants de 4 femmes différentes. Il est un père attentionné et un homme de famille. Bien qu'il n'ait pas parlé ouvertement de sa consommation de scissors, il a connu quelques problèmes ces dernières années. En 2012, il a subi 2 crises d'épilepsie en l'espace de 48 heures, obligeant son avion à effectuer un atterrissage d'urgence à chaque fois. En 2013, il a eu une autre crise sur le tournage d'un clip vidéo déclarant « Le problème, mec, c'est que je suis épileptique, donc sujet aux crises. » Ce n'est pas ma première, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, ni 7e crise. J'ai eu plein de crises. Vous n'en entendrez jamais parler. En 2015, le 11e album studio de Weezy, intitulé 3 Weezy Album, est sorti via Tidal. Bien que la sortie soit restée discrète, elle a été saluée par la critique, beaucoup estimant que le lyrisme de Glory marquait le retour de l'artiste. Son 12e album studio, The Carter V, devrait sortir prochainement. Maintenant, à cause des problèmes avec son mentor et Cash Money, vous savez, Birdman, eh bien, il y a eu d'importants retards. Après une querelle avec le label qui a duré des années, il a été confirmé en juin 2018 qu'il avait enfin été libéré de Cash Money, ce qui veut dire que Birdman, il n'aura plus aucun soutien, et il était grand temps. Cela a attiré tellement d'attention que Nintendo l'a finalement remarqué. Nintendo. Ça va coûter 400 $ et ça va être comme une Xbox, une PlayStation. Ce truc, c'est du lourd, tu vois ce que je veux dire? Récemment, Soulja Boy semble avoir trouvé une solution. On m'a proposé plus de 150 millions pour que des gens achètent cette entreprise. Tu vas le faire? Quelle entreprise? Soulja Boy Gang. Ouais, quelque chose me dit qu'il n'est pas vraiment honnête à ce sujet. Soulja Boy a récemment annoncé en direct sur Instagram qu'il serait devenu le nouveau propriétaire d'Atari, l'une des plus anciennes entreprises de jeux vidéo. Ils m'ont appelé et m'ont proposé un contrat, tu vois ce que je veux dire? C'était pour une participation dans leur entreprise. 1 million de dollars, 1 million d'actions, 1 million de titres, enfin tout un tas de trucs, je ne sais pas trop. C'est là que je peux te dire ça.
sur une ex-petite amie. Il a aussi été accusé d'agression par une ex-petite amie qui a dit que c'était parce qu'elle était sortie de l'allée en voiture et avait roulé sur la pelouse. Il s'est mis en colère, elle a dit qu'il l'avait agressé et braqué une arme. Et que même si les autorités ne voulaient pas, y compris l'imposition d'une peine intermédiaire de 2 ans. Au moment de sa condamnation, le juge chargé de l'affaire, « Oui, je sais à quel point tu aimes les Wiener. » Au cours des prochaines semaines, Donc Soulja Boy dit qu'il ne l'a pas fait. Il a déclaré à TMZ « Je nie catégoriquement ces allégations. Je consulte mon équipe juridique et des mesures seront prises contre ces mensonges. » En juillet 2021, « 2017 a été une année chargée pour Young Thug. En mars de cette année-là, il figurait sur le nouvel album de Drake, More Life, sur 2 morceaux intitulés Sacrifice et Ice Melts. Mais dès le mois suivant, les choses ont empiré. Il a été arrêté dans une boîte de nuit pour avoir, d'après les rapports, giflé une femme en dispute avec sa fiancée. Ces accusations ont ensuite été abandonnées faute de preuves, mais ce n'était que le début. En avril 2017, la police a perquisitionné son domicile à Sandy Springs, en Géorgie, le conduisant à être inculpé pour possession criminelle de cocaïne, possession criminelle de marijuana et 3 chefs de possession criminelle d'armes à feu. Les avocats de Thug ont affirmé que la perquisition était sans mandat, poussant le procureur à ne retenir que la possession criminelle de marijuana. On peut dire qu'il s'en est bien tiré. C'est aussi la preuve que Young Thug a un avocat depuis un bon moment. À la fin de cette année-là, en septembre, Thug s'est de nouveau retrouvé arrêté, cette fois à Brookhaven, en Géorgie, pour plusieurs chefs d'accusation de possession de drogue et possession d'une arme à feu. En fait, notre gars, il était carrément une pharmacie ambulante. Il aurait eu sur lui de l'hydrocodone, de la marijuana, des amphétamines, de l'alprazolam, de la codéine et de la méthamphétamine, pour laquelle il était également accusé à l'époque d'avoir l'intention d'en distribuer. Comment transporter tout cela en même temps? Mon Dieu, ces accusations allaient désormais tomber dans l'oubli alors que Young Thug poursuivait sa carrière et gagnait en célébrité au fil des années.
Souvenez-vous de ce qui se passe ici, cela entrera Tug plus tard. On ne devient pas rappeur moderne sans affronter des figures emblématiques de la génération précédente. Et Young Thug n'échappe pas à la règle. Certes, ce ne sont pas forcément des crimes majeurs, mais en entendre parler aide à saisir l'ego de Young Thug. Ses opinions controversées sur le rap ont émergé il y a quelques années lors d'une interview avec GQ. Et il a décidé de s'en prendre à Jay-Z. Il a déclaré « Si tu as 30 ou 40 ans, les mineurs ne t'écoutent pas. » Genre, Jay-Z a certaines des paroles les plus folles qui existent, mais je n'achèterai jamais un CD juste à cause de mon âge et du sien. Quand j'aurai cet âge-là, je ne ferai pas ce qu'il fait. Mais Thug ne s'est pas arrêté là avec ses horribles opinions sur Jay-Z. Plus récemment, il est apparu dans le podcast $1 Million Worth of Game et il a laissé entendre qu'il avait plus de tubes que Ova. Quand je fais un concert, j'ai 30-40 morceaux que tout le stade va connaître. Ils sauront que tu veux les 30 morceaux. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Oui, monsieur, il n'y a pas beaucoup de mecs qui peuvent dire ça. Jay-Z n'a pas 30 morceaux comme ça. Bien sûr, quand la réalité l'a rattrapé et qu'il a réfléchi, il est vite revenu sur son commentaire. Par contre, il a été moins rapide à revenir sur ce qu'il avait dit à propos d'André 3000. Le style extravagant de Young Thug et son approche unique de la musique poussent souvent les gens à le comparer à l'ancien membre légendaire d'Outkast. Mais malgré leurs similitudes, ou peut-être à cause d'elles, eh bien Thug semble avoir une aversion surprenante pour André. Lors d'une apparition dans le podcast de TI, il est même allé jusqu'à affirmer qu'il ne connaît pas la musique d'André 3000? Je n'ai jamais fait attention à lui. Jamais de ma vie. T'es fou, tu rates quelque chose. Il disait ensuite, la différence entre Elton John et André, c'est qu'Elton John aime lécher les bottes et qu'André, lui, il aime qu'on lui lèche les bottes. C'est un peu étrange pour moi, mais ce n'est pas si surprenant qu'ils connaissent tout sur Elton John. Je suis sûr qu'ils ont plus en commun qu'on ne le pense. C'est une déclaration controversée, mais sûrement pas la pire de Young Thug. Pour en trouver de plus choquantes, il suffit de chercher ses anciens tweets sur Twitter. En février 2020, Thug a pris la décision incompréhensible de s'en prendre à la fille de la légende de la NBA Dwayne Wade, Zaya, avec un tweet qu'il a mégenré délibérément. Plus tôt ce mois-ci, de nombreuses célébrités ont soutenu et félicité la fille de Gabrielle Union et Dwayne Wade après l'annonce de Zaya sur sa transidentité. Mais Thug, lui, n'acceptait pas tout cet amour et ce soutien. Au lieu de cela, il a écrit un tweet qui disait « Tout ce que je veux dire au fils de Dwayne, c'est « Dieu ne fait pas d'erreur, mais bon, vis ta vraie vie ». Aussitôt après avoir appuyé sur « Publier », Thug a été submergé de tweets l'accusant d'être transphobe. Quelques heures plus tard, il a supprimé le tweet, mais il restait difficile de comprendre pourquoi un homme ayant déjà affirmé ne pas croire au genre dans une pub pour Calvin Klein s'en prendrait ainsi à un jeune. Pour mémoire, dans cette publicité, Thug a déclaré « Dans mon monde, tu peux être un gangster avec une robe ou un gangster avec un pantalon large. Je pense qu'il n'existe pas de genre. » Il a confirmé ses propos en apparaissant souvent en public avec des vêtements associés au genre féminin, comme des robes, jupes et talons. Le public ne manquait pas de lui rappeler, tu sais, pour souligner son hypocrisie. Je me souviens quand on a découvert Young Thug pour la première fois vers 2015 et il appelait ses potes ses bébés. C'était fou. Jusqu'ici, tout ce que j'ai évoqué, Young Thug l'a en grande partie provoqué. La suite, en revanche, ne dépend pas de lui et est bien plus tragique. Maintenant, Thug, il a eu beaucoup d'enfants. En fait, à la dernière nouvelle, il a 6 enfants avec 4 femmes différentes. Plus tôt cette année, la première femme avec qui il a eu un enfant a perdu la vie dans une fusillade tragique dans un bowling d'Atlanta. On pense que la fusillade et le meurtre de Lakevia Jackson, âgée de 31 ans, ne sont que le début d'une vague de violence. La mère a eu un fils avec le célèbre rappeur Young Thug. D'après les autorités, Lakevia Jackson a été abattue et tuée après qu'une dispute a éclaté, tout cela à cause d'une boule de bowling. Les rapports disent que Jackson célébrait l'anniversaire de son ami. Et selon la mère de Jackson, le suspect a attendu sa fille sur le parking puis l'a abattue alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Et bien que certains pensent que cela pourrait être une conséquence directe des tensions entre YSL et d'autres gangs d'Atlanta, personne ne le sait encore avec certitude. Thug a rencontré Jackson pour la première fois lorsqu'ils étaient adolescents. Leur fils a maintenant 14 ans. La nuit du meurtre de Jackson, Thug et Gunna sont montés sur scène lors de la série de concerts South by Southwest de Billboard, malgré les événements. Une décision plutôt insensible, tout bien considéré, mais je vais lui accorder le bénéfice du doute et supposer qu'il n'avait pas encore été informé de ce qui s'était passé. Il n'aura pas la même excuse pour ce qui va suivre.
En mai 2022, la procureure du district Fannie Williams du comté de Fulton, une femme qui avait autrefois enquêté pour savoir si Trump et ses alliés avaient commis une fraude électorale en Géorgie, eh bien, elle a juré de sévir contre les gangs de rue d'Atlanta. Madame Willis a déjà qualifié les gangs de principales menaces pour la sécurité publique à Atlanta, affirmant qu'ils seraient responsables de 70% de la criminalité en Géorgie. Maintenant, Young Thug et son collectif YSL, eh bien, ils sont clairement dans sa ligne de mire. Cette semaine, Thug, accompagné de 27 autres personnes, tous membres de YSL, également connus sous le nom de Young Slime Life ou parfois Young Stoner Life, ont été inculpés dans un acte d'accusation comportant 56 chefs d'accusation. Selon les procureurs, YSL a commencé comme un gang criminel de rue à la fin de 2012 dans le quartier de Cleveland à Atlanta. Maintenant, ils revendiquaient une affiliation aux National Bloods. Maintenant, Thug est considéré comme l'un des membres fondateurs du groupe, aux côtés de Walter Murphy, alias Dika, et de Toronto Trontavious Stevens, alias Sticker Slug. Désolé, j'ai peut-être écorché son nom. Il faut maintenant examiner plus en détail le rôle individuel de Thug dans tout cela. Il est mentionné comme ayant commis divers actes illégaux pour lesquels il n'est pas inculpé, mais décrit comme des actes manifestes au service de la conspiration criminelle de YSL. Parmi ces allégations figurent une menace de mort dans un centre commercial et la possession de méthamphétamine pour distribution. Tu te rappelles de ces accusations de 2017? Oui, je t'avais dit que ça finirait par lui retomber dessus. De plus, en 2015, eh bien, Thug aurait aussi loué une berline Infiniti Q50 argentée qui a été utilisée lors d'un meurtre commis depuis une voiture contre un membre d'un gang rival connu sous le nom de Donovan Thomas Jr. En fait, 5 hommes au total ont été inculpés pour le meurtre de Donovan, y compris DeMonte Kendrick, alias Yak Gotti, un rappeur du label YSL de Thug. Ce n'était pas le seul contrat du temps où Thug était aux commandes, mais c'est le seul qui a abouti. Il a également été accusé d'avoir engagé 2 autres associés de YSL, Christian Eppinger et Antonio Sumlin, pour attaquer et tuer le rappeur connu sous le nom de YFL Lucci, alors que ce dernier était incarcéré en prison. Mais ce contrat-là, ça n'a pas marché. L'acte d'accusation indique aussi qu'après le meurtre de Donovan, Thug est apparu dans une vidéo disant « Fais-toi tuer, frère, de ma part et de YSL ». Plus tard, dans une autre vidéo, il a répété « Je n'ai jamais tué personne, mais j'ai quelque chose à voir avec le corps ». Toutes ces accusations contre Young Thug sont désormais considérées comme des crimes. Il y a aussi une longue section de l'acte d'accusation intitulée « Actes commis dans le cadre de la conspiration » qui cite une série d'incidents entre 2013 et 2022, y compris Kiwi. L'infraction criminelle de 2015 de Roscoe pour agression aggravée avec une arme mortelle, autrement dit, le moment où il a tiré sur le bus de tournée de Lil Wayne. La condamnation de Roscoe a été annulée en 2018, mais l'acte d'accusation de 88 pages contient bien plus que cela, y compris des histoires d'intimidation de témoins, de carjacking, de braquage et de vol et de trafic de drogue. Beaucoup des actes cités ici viennent de chansons, vidéos et posts sur les réseaux sociaux liés à YSL, notamment des paroles considérées comme servant la conspiration, dont le single de Young Thug, Just How It Is, avec de tels exemples. J'ai échappé à tous les coups car j'étais destiné à être riche. Les flics ne m'intéressent pas. Je t'explique juste la réalité. Je l'ai touché avec le Mac, maintenant il est couvert de croûte. J'ai agi pour l'équipe, fait des braquages, des carjackings. Maintenant, je fais du rap à temps plein. Désolé les gars, je sais que je rate ces paroles. Je fais de mon mieux. Utiliser les paroles de rap contre les artistes est une pratique des procureurs depuis longtemps. Mais critiques et fans estiment que les rappeurs devraient pouvoir explorer la violence dans leur musique, comme Quentin Tarantino le fait dans ses films. Comme cette histoire est encore en cours, eh bien, nous n'avons pas encore entendu officiellement quoi que ce soit de la part de Thug lui-même. Cependant, nous avons entendu son avocat, Brian Steele, qui a pris la défense de son client en déclarant que YSL n'est en aucun cas un gang de rue et que la façon dont Thug a réussi à transformer sa vie, eh bien, cela force l'admiration, a-t-il déclaré. Je vous le dis, Monsieur Williams n'a commis aucun crime et nous nous battrons jusqu'au bout pour l'innocenter. À l'heure actuelle, Young Thug est détenu à la prison du comté de Fulton.